Fatou de Congo Web Télévision, Rachel Kitsita de Numérica TV, Willy Kalengai, Géopolis Magazine et Eric Ambago de Top Congo FM. Monsieur Vital Kamerhe, bonjour. Bonjour. Dans le vif du sujet, directement, nous entrons dans un communiqué signé jeudi. La délégation de l'Union européenne se satisfait de la prochaine tenue du dialogue. Je cite le communiqué. Le dialogue dont les débats devraient être précisément centrés sur les questions de calendrier, de financement, d'actualisation du fichier et de sécurisation du scrutin dans le respect des échéances électorales. Le dialogue qui ne peut porter des fruits que s'il se déroule dans un climat politique apaisé, permettant la liberté d'expression et de manifestations pacifiques. Commentaire du journaliste que je suis. Libération aux prisonniers politiques et autres déjà demandés par l'opposition, mais toujours restés partiellement lettres mortes. Aux antipodes de cette déclaration, opposition en partie et quelques organisations de la société civile et de la diaspora signent un acte d'engagement qui consacre le refus de ces signataires de participer au dialogue qui créerait, comme vous l'avez dit dans ce communiqué, une illusion de consensus. Parmi les signataires, en lieu et place du dialogue, figurent des personnalités politiques qui privilégient une tripartite CENI majorité-opposition. En d'autres termes, un dialogue, mais qui ne s'appelle pas dialogue. Alors, quelle est la différence entre cette tripartite et le dialogue? Vous êtes contre des discussions sur des autres choses que des sujets qui ne relèvent que de la CENI, M. Kamerhe? Merci beaucoup pour le résumé que vous venez de faire, qui est aussi une entrée en matière très intéressante, parce que vous avez pratiquement brossé l'environnement politique tel qu'il se présente en ce moment, que ça soit vu de l'intérieur ou de l'extérieur. Tout le monde voudrait que ça soit des discussions qui apportent des solutions aux vrais problèmes que nous connaissons. Quels sont ces problèmes? Le président de la République les a énumérés. Il a dit que nous devons produire un calendrier consensuel, on doit enrôler les nouveaux majeurs, on doit financer les élections et puis on doit sécuriser ces élections. Mais quand nous prenons ces questions-là, au regard des textes qui nous régissent maintenant, à la tête desquels la loi suprême, c'est-à-dire la Constitution, nous ne devons pas être des coutumiers ou des habitués des navigations à vue. Nous avons quand même la loi mère qui s'appelle la Constitution. Quand nous regardons la Constitution, nous disons, tiens, est-ce que ces matières telles qu'énumérées aujourd'hui, elles échappent au contrôle d'une institution quelconque pour que nous nous trouvions dans un cadre extra-constitutionnel ou extra-institutionnel avec tous les risques de trébucher? Nous disons non. Quand nous regardons la matière qui relève du calendrier électoral, ça c'est la CENI. La CENI qui était incomplète par la volonté du pouvoir en place, puisque Malouma, loi démission, on avait dit qu'il était malade, mais le vice-président Pungwe, on ne dira pas qu'il était aussi malade, la Kester n'était pas non plus malade, donc tous les délégués de la majorité, on les a remplacés. Il y avait déjà une volonté de vouloir paralyser la CENI, pour la simple raison d'empêcher la tripartite qui avait déjà commencé à fonctionner dans la CENI. Et nous disons l'enrôlement. Mais l'enrôlement des nouveaux majeurs, ça c'est une attribution de la CENI. Mais comment nous allons, nous, un groupe d'individus, nous mettre ensemble et commencer à faire le travail de la CENI sans entacher l'indépendance de la CENI? Mais quand on parle de financement des élections, c'est-à-dire le budget, moi, je crois que le président de la République devait tirer toutes les conséquences de ce qu'il dit ou de ce qu'il veut faire. Ça veut dire tout simplement que son gouvernement n'a pas été en mesure d'organiser les élections. Son gouvernement n'est pas en mesure de calculer un simple budget d'une activité électorale, alors que nous voyons que depuis 2012, jusqu'à ce jour, chaque année, il est prévu des montants importants pour les élections. Mais seulement quand nous faisons la comparaison entre les décaissements au profit de la CENI, le taux de décaissement moyen de 16%. Alors que pour le gouvernement, la primature, je dis bien la primature, c'est 440%. Pour la présidence, à 60%. Et nous avons vu, au regard des rapports de la Cour des comptes, que le Premier ministre a exécuté 191 projets non prévus au budget et qui représentent plus de 1 milliard de dollars américains. Mais de quoi nous plaignons-nous? L'argent est là, mais on le dépense ailleurs. Les meubles intelligents, les pavillons d'Indil qui ressemblent à un McDo, les salons présidentiels, les routes qu'on fait ou qu'on refait sans qu'on arrête personne. C'est ça la réalité du Congo. Et nous disons la sécurisation des élections. Alors le ministre de l'Intérieur doit démissionner, de la police n'existe plus. Donc on va demander aux catholiques, aux protestants, aux magistrats, aux chefs coutumiers, aux politiciens d'amener des solutions pour sécuriser. Donc nous allons créer des groupes Maïmaï, alors à l'issue du dialogue. Voilà pourquoi nous voulons dire ceci.
le dialogue, c'est une vertu en démocratie. Nous n'avons pas refusé le dialogue. Nous avons refusé le dialogue piège, le dialogue alibi, le dialogue qui est sans objet, dont je viens de vous brosser la quintessence maintenant. C'est comme si on nous disait aujourd'hui, Monsieur Kamere, Monsieur Nguele Photo, Monsieur Jean-Lissé Boussa, Monsieur Babala et tout le monde de l'opposition, venez d'abord participer à ces dialogues, mais vous avez la possibilité de claquer la porte si nous sortons un agenda caché. Donc on vous dit déjà d'avance, écoutez, venez, l'essentiel est de participer, mais vous pouvez sortir. Mais vous aurez déjà péché. Mais le risque, vous allez légitimer une démarche anticonstitutionnelle. Mais ce sera une démarche qui est définie d'avance comme dialogue ne portant que sur les matières électorales. Oui, je vais vous rappeler autre chose. Vous savez que quand on avait convoqué les concertations nationales, l'ordre du jour était limité. C'est une motion qui a amené un ordre du jour kilométrique. Et comme vous le savez, au regard du format, d'abord, le président de la République, la Constitution est claire. Il s'adresse au peuple congolais, soit devant les deux chambres en congrès, soit il fait message écrit qu'il fait lire par le président de l'une des deux chambres, ou concomitamment les deux présidents lisent le message. On ne fait pas ça en cachette comme Minakou l'a fait. Il parle aux députés, les députés nous rapportent, bon, qu'est-ce qu'il vous a dit? Non, le président dit qu'il y aura dialogue, et que d'office, tous les députés sont délégués à ce dialogue, dont notez, ça fait 608. Plus le bureau des députés, non, c'est députés 500, plus les sénateurs 108, ça fait 608. Alors, si vous prenez les deux bureaux, vous ajoutez, nous sommes à plus de 132 participants au dialogue pour une tranche des participants. Mais là, si on doit prendre, comme l'a dit Minakou, président de l'Assemblée nationale, il dit que chaque parti politique agréé doit avoir un délégué au dialogue. Ça fait 400. Plus 700 ou 630, nous sommes déjà à 1000. 1300 à peu près. Bon alors, maintenant, on dit les magistrats seront représentés là-bas. Les chefs coutumiers, ils seront. Les étudiants, les journalistes, peut-être Top Congo, il sera. Peut-être Numérica ou Amen, je ne sais pas. Ils seront. Mais alors, nous sommes à combien à ce moment-là? Alors, nous disons à ce moment-là, la chance d'abord d'avoir la parole. Il faut votre chance, la calculer en termes de pourcentage. Donc, vous aurez 1500e% de chances de prendre la parole. Donc, à un moment donné, puisque si vous transposez l'actuel Parlement, où la majorité, c'est-à-dire le pouvoir, fait tout ce qu'il veut, et fait passer tout ce qu'il veut, sauve tous les voleurs de la République. C'est-à-dire aucun ministre ne peut être condamné tant que le Parlement va fonctionner comme il fonctionne là-bas. Ça signifie... Ça, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau, comme vous le dites. On le regrette depuis 2000. Ça signifie qu'en d'autres termes, vous allez faire du neuf avec du vieux. Donc, vous amenez les mêmes personnes au dialogue, mais qui vont obéir au mot d'ordre. Mais ça sera quel genre de dialogue à ce moment-là? Donc aujourd'hui, vous refusez le dialogue parce que, de par sa composition elle-même, si vous aviez à ce dialogue à en revoir la composition, vous reverrez votre position d'y aller ou pas? Non, c'est parce que nous sommes dans une émission interactive. Hein, donc, je sais qu'avec Christian, c'est très difficile de terminer sa réponse. Ça, c'est déjà une première chose que j'ai intériorisée avant de venir. Mais je voudrais vous dire que, pour que les auditeurs de Top Congo nous comprennent très bien, qu'ils sachent d'où nous venons. Nous venons d'où? Les livres de M. Évariste Boucharbe. Entre l'inanition de l'État et la révision constitutionnelle. Ça, c'est un signal très fort. C'était le patron du PPRD, le parti présidentiel, aujourd'hui ministre de l'Intérieur. 2. On nous a rabâché les oreilles ici qu'on pouvait, pour économiser de l'argent, élire le président au suffrage indirect. Vous avez oublié ça? Et tout ça, le combat toujours des intellectuels congolais, de l'élite et du peuple congolais. 3. On a créé l'ONIP pour nous dire, écoutez, l'Office national d'identification de la population, et on nous préparait une bombe, on dit voilà, la loi électorale doit être révisée parce qu'il faut désormais que nous fassions d'abord le recensement de toute la population congolaise avant d'aller aux élections. Le peuple congolais est sorti de sa réserve pour dire non. De manière claire, il y a eu des morts. On parle de 43, mais c'est plus que ça, puisqu'après il y a eu les charniers de Maluku, peut-être qu'on en parlera. Mais après, qu'est-ce qu'on a fait? Bon, ok. L'opposition a proposé un calendrier. Elle a dit, bon, pour montrer à tout le monde qu'ils ne sont pas là, c'est pas pour nous opposer. Nous avons proposé un calendrier. Nous étions les premiers à dire qu'aujourd'hui, nous constatons qu'on ne peut plus faire les élections municipales, locales et communales. Donc, allons à l'essentiel, c'est-à-dire les élections provinciales, et pour que le 27 novembre, nous fassions les élections présidentielles législatives nationales. Mais ceci n'a pas été accepté non plus. M. Martin Kobler a essayé quelque chose qu'il avait appelé table ronde.
Il avait commencé et puis finalement Rasfingol est venu à ses côtés. Ils nous ont réunis pour la première fois. L'opposition et la majorité, la CENI, nous étions ensemble. La fameuse tripartite, elle était là, en présence de la communauté internationale. Et quand on a commencé à trouver des solutions au problème, le type du PPRD qui était là, aujourd'hui, qui est devenu premier vice-président de la CENI, mais c'est Kantintima. Quand Olivier Kamitato a dit oui, l'autre dit MSR Yves Mombando a dit oui, mais c'est Kantintima, au nom du PPRD, l'a dit à M. Rasfingol, non, moi je dois me référer à l'autorité morale. Enfin, l'autorité morale, vous connaissez la suite, l'autorité morale a invité tous les ambassadeurs pour dire, messieurs, vous êtes devenus les officines de l'opposition, je ne veux plus de ces réunions-là. Mais après, il y a une autre tentative bénéfique à la République, c'est M. Labe Malou. Quand il a, par vidéoconférence, s'il vous plaît, pour la première fois, l'INC, c'est-à-dire toute l'opposition, la majorité au pouvoir, par vidéoconférence, nous tous nous disons oui. Et au nom de la majorité, c'est M. Chadari qui avait dit oui à l'initiative de M. Malou. La tripartite, ça ne vient pas de nous. Nous avions déjà accepté ça. Mais c'est à ce moment-là que le président de la République va sortir de sa réserve pour dire, bon, j'initie les concertations ou les consultations nationales. Mais en passant, vous avez oublié qu'il y a eu des concertations qui ont produit plus de 700 résolutions et recommandations. Mais on en fait quoi? On devait libérer les prisonniers d'opinion et politique. Mais Jean-Claude Mouyambo, Diomi Ndongala, Christopher Ngoï, les Baouma, les Kiaviro, les 3 étudiants qui avaient été arrêtés au procès de Vital Kamere. Et tout ça, on fait quoi? On a libéré personne. Les médias de l'opposition qui sont fermés sont toujours fermés. Donc c'est le dialogue qui empêche au gouvernement actuel d'exécuter ces mesures qui étaient acceptées par tout le monde. Nous disons pour nous, c'est un dialogue piège parce que, justement, au moment où tout le monde attendait qu'on aille au dialogue, parce qu'on devait parler du processus électoral, le pouvoir en place doit faire voter la loi sur le partage des sièges au niveau des locales et municipales. Mais là, c'est mettre la charrue avant le bœuf. Mais puisque nous allons parler du processus au dialogue, pourquoi alors vous voulez maintenant et tout de suite faire la loi de répartition des sièges alors que cette loi devrait être le fruit des statistiques actualisées? Voilà, je peux vous énumérer autant des signes qui montrent que nos amis ne veulent pas que nous ayons un bon dialogue. Et là, je peux ajouter un dernier élément qui énerve la Constitution, c'est le démembrement précipité et qui va nous pousser à une hérésie constitutionnelle, c'est-à-dire on va nommer des commissaires spéciaux. Les commissaires spéciaux, vous ouvrez la Constitution, c'est un titre qui n'existe nulle part. Et qu'est-ce qu'on a comme résultat au finish? On a 26 provinces sans assemblée provinciale, s'il vous plaît, c'est-à-dire les commissaires et gouverneurs rendent directement compte au ministre de l'Intérieur. L'exécutif rend compte à l'exécutif. Le peuple n'a plus rien à voir, donc ces commissaires spéciaux et gouverneurs peuvent prendre tous les deniers publics, ils ne rendront compte à personne. Une administration anarchique à 2 vitesses. C'est pourquoi nous disons, dernier élément, très important, pourquoi on nous demande de dialoguer? Quand les G7, les 7 partis de la majorité présidentielle écrivent d'abord au mois de mai, au mois de mars et tout dernièrement au mois de juillet, ou je ne sais plus quel mois, ils écrivent à leur autorité morale que nous sommes déconnectés des réalités de la population. Nous commençons à dévier de notre contrat-programme. Il faut faire attention, nous devons avoir les élections dans les délais constitutionnels et tout en respectant la Constitution. Pour avoir dit cela, on les a chassés de la majorité présidentielle. Donc ils n'ont pas démissionné, on les a chassés. Olivier Kamitato l'a rappelé encore à l'issue de son congrès. Alors nous irons faire quoi si ils sont incapables déjà eux-mêmes à dialoguer? Mais nous n'allons pas être tout simplement des gens qui disent non. Nous disons il y a moyen de trouver des solutions. C'est pourquoi nous disons au président de la République, dialogue oui, mais dans les cadres définis par la Constitution. Le seul cadre légal aujourd'hui qui puisse sécuriser tout le monde, c'est la Constitution. Et j'ajouterai ce que la CENCO a dit, que le dialogue ne peut se tenir que dans le strict respect de la Constitution, et de prime abord, tous les participants doivent prendre l'engagement de ne pas toucher à la Constitution, de ne pas créer de nouvelles institutions, de ne pas créer une transition et de ne pas justement faire les fameux partages équitables et équilibrés du pouvoir. Si aujourd'hui, le président de la République monte sur le podium de l'Assemblée nationale et Sénat et il dit, moi Joseph Kabila, l'article 74, je prends l'engagement devant Dieu et la nation, je réitère mon serment constitutionnel d'observer la Constitution et que le dialogue ne va pas aboutir à un partage. Mais à ce moment-là, ça devient un dialogue très clair. Ça serait un dialogue de techniciens puisqu'on va élaborer le calendrier. Donc pour nous, le calendrier peut se faire avec les observations de l'OIF. Willy Kalengai, Géopolis. Monsieur Vital Kamere, bonjour. Bonjour, monsieur Willy Kalengai.
vous dites que vous êtes d'accord pour la tripartite parce que elle est constitutionnelle. Admettons que ceci se fasse et que la CENI propose un calendrier électoral en fonction des réalités du pays et que ce calendrier déborde sur les délais constitutionnels parce que la réalité l'impose. Dans le cadre de la tripartite, vous allez accepter cela? Je voudrais d'abord vous donner une information que vous n'avez pas et ça m'étonne en tant que journaliste que vous ne l'ayez pas. La CENI a fait appel à l'OIF, l'Organisation internationale francophone, et c'est le général Sangaré. Nous le savons, nous le savons. Voilà, vous avez l'information. Alors, là, très bien. Donc, l'OIF a démontré à la CENI qu'il y a moyen de faire les élections dans les délais constitutionnels. Il ne faut pas endormir le peuple congolais en disant à supposer que non. La CENI a fait appel à un expert qui a dit non, c'est possible. Et pour nous, l'essentiel, c'est de commencer. Aujourd'hui, si la CENI dit que nous commençons l'enrôlement, nous on va commencer l'enrôlement avec les observations de l'OIF, c'est-à-dire les 1 million de morts doivent sortir du fichier électoral, les 450 000 fictifs doivent partir, les 1 million de jeunes qui sont devenus majeurs, qui étaient des mineurs dans les fichiers passés, on doit les réenrôler pour actualiser les fichiers et on doit permettre maintenant aux nouveaux majeurs de s'enrôler. Mais on a un fichier complet, on n'a pas besoin de recommencer les fichiers à zéro. Vous voyez que nous évoluons. Vous avez suivi aussi l'expert national de la ligne élite, M. Jérôme Bosso. Qui l'a intronisé expert national? Enfin, ça fait quand même une vingtaine d'années. C'est un citoyen congolais qui travaille dans le domaine de des élections et qui a quand même dit qu'il fallait au minimum 20 mois pour préparer les élections. J'ai suivi, il a dit 22 mois. 22 mois. Mais j'ai suivi un autre éminent chercheur, M. Atundu Lyongo, qui a dit qu'il faut 2 à 4 ans aussi. Donc, on peut citer tout le monde. La question qui se pose ici, c'est que on voudrait savoir si votre position est idéologique ou bien elle est technique. Parce que si c'est idéologique, je comprends bien que vous tenez absolument qu'on respecte les délais constitutionnels. C'est même bien, c'est bien de le faire. Mais soyons réalistes. Nous sommes dans un pays qui a des grandes difficultés et l'organisation des élections n'est pas une petite chose. S'il y a des problèmes, vous donnez quelle solution? Non. Vous n'allez pas vous réfugier derrière la déclaration de l'OIF. Ça ne suffit pas. J'ai répondu à votre question et je vous ai dit que nous ne voulons pas des dialogues alibi, des dialogues pièges. Les dialogues visiblement où le vrai agenda est dans la poche ou sous les aisselles d'un individu, mais on vous présente un agenda acceptable qui rentre dans les questions connues de tous les Congolais. Mais quand nous scrutons ces questions-là, nous disons, mais tiens, mais il y a des institutions pour ces questions. Dialoguer, gouverner, c'est dialoguer chaque jour. Pourquoi on veut nous sortir du cadre constitutionnel? C'est là la grande question. Et nous disons ceci. Les problèmes, ce sont les hommes qui les résolvent. L'opposition n'a pas dit que nous pouvons, le pouvoir et nous, prédire déjà des cas de force majeure. Les cas de force majeure, ça ne se prévoit pas. Ça surprend tout le monde, on cherche des solutions. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de cas de force majeure. Ce que nous demandons, nous avons démontré que le gouvernement est capable de dépenser hors budget, c'est une faute grave, lourde même, 1 milliard de dollars américains, alors que pour les élections, on a besoin de 500-600 millions de dollars américains, provinciales et présidentielles, législatives, nationales. Donc nous disons, pour nous, ce n'est pas une fixation, mais c'est ça la réalité. Nous sommes conformes à la Constitution et nous n'allons pas sortir du cadre constitutionnel. Mais vous aurez pu poser la question autrement, puisque le président de la République veut la solution au problème. Vous pouvez me demander, et si le président de la République venait au sein de la CENI avec vous, vous allez sortir ou vous allez rester? Vous pouvez poser cette question aussi. Mais vous la posez, c'est bien. Je la récupère. Pourquoi je vous la pose? Pourquoi le président de la République ne viendrait pas en disant, ah bon tiens, ils veulent faire les tripartites? Je suis le garant de la Constitution, le garant du bon fonctionnement des institutions, article 69. Donc je viens, je fais le discours d'ouverture et je viens au discours de clôture pour prendre les résolutions qui seront opposables à toutes les parties qui ont pris part. Est-ce que nous n'avons pas fait une proposition devant vous ici, non, mais c'est quand même au cours de cette émission de Top Congo? Voilà. Très bonne proposition, mais toujours pas de réponse à la question de Willy Kalengai. S'il s'avérait au cours de cette tripartite, de ce dialogue, enfin, on va appeler au cours de cette rencontre, de ce face-à-face entre Congolais, de 24 mois de préparation de ces élections, votre réaction serait laquelle? Non, moi j'ai dit, je respecte bien le raisonnement de Jérôme Bosso,
mais il faut éviter des raisonnements qui énervent la Constitution. Et son raisonnement ne tient à rien du tout parce que la date pour l'organisation des élections présidentielles législatives nationales est connue, c'est le 27 novembre 2016. Et Jérôme Bonso ne va pas me démontrer qu'aujourd'hui, si on fait la priorité des élections présidentielles et législatives nationales, surtout présidentielles qui sont calées dans la Constitution, une priorité, mais Jérôme Bonso, on va organiser l'élection présidentielle, législative nationale. À la limite, si pour lui faire plaisir, on peut organiser le provincial après, tant mieux. Les problèmes sont... Mais pour nous, la dynamique de l'opposition, nous disons, il y a deux possibilités. On peut faire le provincial avant et on termine par les législatives nationales et présidentielles, tout comme on peut faire les trois le même jour, puisqu'il s'agit du même bureau de vote. Ça aussi, c'est possible. Avant de passer le micro à Paulette Kimuntu de Congo Web, les problèmes, ce sont les hommes qui les résolvent. Parole de Vital Kamerhe. La difficulté, la RDC l'a rencontrée en 2005. Elle a reporté les élections d'1 an. Si aujourd'hui, ces élections, il était avéré qu'elles ne pourraient pas se tenir dans les délais constitutionnels, et que donc Jérôme Bonso a raison, qu'est-ce que vous, opposition, vous ferez? Non, il n'aura pas raison, puisqu'en 2005, la Constitution avait déjà tout prévu. J'ai bien posé la question. La question, j'y réponds, puisqu'avec si, on peut mettre Paris dans une bouteille. Hein, mais donc, il ne faut pas aller en termes de si, ce sont des hypothèses. Maintenant, je vais répondre à votre question pour vous dire quelle était la vraie situation en 2005. Non, je ne veux pas parler de 2005. Non, je voudrais vous dire, vous avez dit, on a eu la difficulté de la reporter d'une année. Mais moi, je voudrais vous dire qu'en 2005, à l'issue du dialogue intercongolais, c'est-à-dire on a eu l'accord global inclusif, on a eu le pacte républicain qu'on appelait la Constitution, qu'on devait vendre si l'ensemble du territoire national, Kamita, tout moi-même et tous les autres amis, on a fait le tour du pays. J'ai fait la caravane de la paix avec certains d'entre vous. Vous-même, Christian Lusakwendo? Je confirme. Vous le confirmez? Willy Kalengai et d'autres qui ne sont pas ici. Nous avons fait le tour du pays pour expliquer aux Congolais, voilà, ça, avec ça, c'est la fin de la guerre. Avec ça, c'est la stabilité de nos institutions. Et dans la Constitution de la transition, il était dit, les élections, la transition est de 3 ans, mais d'une année, de 6 mois, renouvelable une fois. Donc, on pouvait prolonger de 6 mois. Renouvelable une fois. Voilà. Et donc, c'est ça qui fait une année que vous avez souligné, vous avez raison. Mais le pacte républicain, c'est le référendum du 19 décembre 2005. Mais il faut vous rappeler que l'accord global lui-même... avec un an de retard. Oui. L'accord global lui-même, voilà, c'était 17 décembre 2002. Mais on a eu la Constitution le 18 février 2006. Merci pour ça. Mais alors, vous posez la question que si, en faisant les calculs, on déborde. Non. Il faut poser la question autrement. Admettons que M. Vital Kamerhe, au mois de décembre, on commence l'enrôlement, on a aligné toutes les activités électorales et qu'on se retrouve effectivement, on a déjà fini tout l'enrôlement, on est en plein processus électoral et si on déborde, non, là on ne peut pas réviser la Constitution parce que nous sommes déjà lancés dans le processus électoral. Le tout est question de démarrer quelque chose. Le tout est question de la volonté politique. De démarrer quelque chose. Nous ne sommes pas dans un acharnement. Nous voulons que nos amis du pouvoir puissent intérioriser le fait que l'alternance, c'est une valeur en démocratie. Le président actuel aura accompli 15 ans à la tête du pays. Il est jeune, il doit se reposer, ça donne des mots de tête, gouverner un pays comme la République démocratique du Congo. Nous devons lui dire et le répéter chaque jour. Allez le dire aux amis de la majorité que la vie existe après le pouvoir. C'est ça mon rêve, que nous ayons un ancien président de la République en vie, en train de circuler, et il peut donner son expertise pour dire voilà, là j'avais échoué à cause de ceci, là j'ai réussi à cause de cela. Nous voyons les anciens présidents en Tanzanie, ça fait la fierté en train de regarder le football ensemble, en train d'aborder le problème du pays ensemble. Nous devons enlever en nous la rancœur, nous devons enlever en nous cette sève de l'indépendance. Tout le monde a dit bon tiens, si ce n'est pas moi, c'est la mort. Non. Les hommes
qui sont plus importants que les institutions, c'est ça que je refuse. Puisque si nous nous mettons ensemble, en train de changer les règles du jeu, la Constitution, le lendemain, c'est-à-dire au mois de février 2016, rien ne nous empêche de faire encore un autre dialogue bis. Parce qu'à moins de 2 ans, on a déjà fait les concertations. Non, faire encore les dialogues. On a bien compris que pour vous, le principal, c'est de démarrer quelque chose. Paulette Kimuntu, Congo Web. Bonjour, monsieur Vital Kamerhe. Bonjour, madame Kimuntu. Bien sûr, on dit comparaison n'est pas raison, mais aujourd'hui, quand nous regardons la situation en France, ce qui se passe en France, on a l'impression que tous les politiques se sont mis ensemble, que ce soit de droite ou de gauche, parce que l'intérêt de la France est menacée. Aujourd'hui, on a l'impression aussi que la République démocratique du Congo est menacée en une certaine manière, parce que on a l'impression que rien ne marche. La Constitution n'est pas respectée. Selon vous, tout est fait pour qu'il y ait glissement ou glissade selon les uns et les autres. Est-ce que M. Vital Kamerhe ne pouvait pas mettre un peu d'eau dans votre verre pour essayer de dialoguer? Parce qu'à un moment, vous avez créé même une plateforme pour le vrai dialogue, si je me souviens bien. Aujourd'hui, il y a ce dialogue qui se présente. Ça n'a pas abouti. Vous répondrez. Vous avez créé ce plateforme pour le vrai dialogue. Aujourd'hui, les dialogues se présentent là et vous posez beaucoup de préalables pour y participer. Est-ce que vous ne voyez pas un peu l'intérêt du Congo et l'intérêt de ce pauvre peuple congolais? Parce que moi, je prends la place de ce peuple congolais qui ne comprend pas des fois toutes les turpitudes des politiques. Vous travaillez aussi pour vos intérêts, mais de fois, on a l'impression que vos intérêts sont plus que l'intérêt du peuple. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, M. Vital Kamerhe, en disant qu'il va aller au dialogue, il aura résolu le problème du peuple congolais? Non, moi, je crois que c'est le dialogue tel que présenté aujourd'hui. C'est un dialogue où on va les récompenser, les gens qui vont faire un coup d'État constitutionnel aux institutions de la République. Au moment où nous parlons, madame, moi, je le sais, je ne gouverne pas, mais je sais qu'à Uvira, ça fait depuis presque 1 mois, ils n'ont pas d'électricité, alors que le barrage se trouve au Sud Kivu. Il y a de l'électricité à Bujumbura, il n'y en a pas à Uvira. Les gens, puisque la région ne peut pas donner de l'eau, les gens boivent de l'eau du lac et ils ont le choléra. Et vous savez qu'à travers tous les pays, les infirmiers sont en grève, dans l'indifférence totale du gouvernement central. Mais pourquoi on ne peut pas dialoguer sur ce genre de questions? Et aujourd'hui, les médecins d'Uvira voulaient soigner les gens pendant 3 jours, lui-même tombé malade. Les points sont fixés, c'est vous parlez du dialogue. Béni. Quand le président était parti à Béni, mais qui avait dit le premier que nous allions partir là-bas? C'était la dynamique. Mais quand le président dit j'y vais aussi, qu'est-ce que nous avons dit? Mais puisque le président y va, monsieur le président, c'est une occasion, nous allons nous retrouver autour de vous. Parlons de cette question pour une fois qui ne nous concerne pas, nous, nos postes, nous en tant que politiciens, mais la sécurité des enfants de Béni. Mais qui a refusé? C'est le président. Et aujourd'hui, est-ce que vous savez que dans le site de Lubero, il y a encore une autre rébellion qui a commencé et que tout le monde aujourd'hui se retrouve à Kanyabayonga? Mais nous parlons de quoi? Aujourd'hui, Top Congo nous a informé que les éléments de M23 postés à Mwanda étaient en route pour Kinshasa, on les a arrêtés. Mais c'est un danger pour la République. Alors qu'on nous avait dit que c'était une question réglée. Alors toutes ces questions, on va les régler au dialogue. Il y a des institutions de la République chargées de la sécurité, chargées de la santé, chargées de gouverner au quotidien. Moi, je crois qu'il y a une certaine incompétence au niveau des institutions de la République. Je ne peux pas accepter. Quand j'étais président de l'Assemblée nationale, exact, il y a eu la catastrophe au Nord Kivu, j'ai pris les gens de l'opposition, j'ai pris les gens de la majorité, je les ai amenés au Nord Kivu, là où l'avion de Ouabor était tombé. Quand il y a eu le problème des CNDP, qu'est-ce que nous avons fait? La conférence de Goma, c'était majorité et opposition. Nous n'avions pas exclu qui que ce soit. Nous avons une union sacrée. Mais aujourd'hui, il y a eu prise d'otage au Mali. Le président était en Djamena, il est rentré, il a créé une union sacrée autour de la question. Il a médiatisé. Chez nous, tout est secret défense. Comment voulez-vous que les gens créent l'union sacrée alors qu'on vous dit que tout va très bien? Quand on va vous dire que les éléments des FARDC ont violé à Bangui, on vous dit c'est non. Aujourd'hui, le matin, on vous dit non, les mêmes éléments des FARDC viennent de violer à Calais. On vous dit toujours c'est non. Mais on fait quoi si nous devons cacher notre saleté? Nous voulons faire quoi? Le président Hollande, effectivement, il y a ce qui est arrivé en France. Le même jour, on a tué à Béni 24 pauvres citoyens. J'ai fait les tweets. J'ai dit non, oui, nous sommes compatissants vis-à-vis de la France, mais n'oublions pas qu'aujourd'hui, nous avons perdu Béni. Et Béni, c'est chaque jour. Mais alors, est-ce que vous avez entendu le gouvernement de la République ou le président de la République dire quoi que ce soit? C'est une lettre au président Hollande. Mais le président Hollande, dans la forme voulue, a invité les chefs des partis politiques de l'opposition et de la majorité. Et qu'est-ce qu'il a fait? Dans sa conclusion, devant les congrès, c'est-à-dire à Versailles, mais il a pris tout ce que Sarkozy a proposé, Edouard Balladur, Madame Marine Le Pen. Il n'a pas honte quand ça apporte des solutions aux Français. Mais aujourd'hui, l'opposition en France est désarmée. Qu'est-ce qu'ils vont dire encore à Hollande? Mais si le président Kabila peut lire les résolutions de la dynamique, les résolutions de la Cinco est très claire. Et il dit, bon, ok, la Cinco a dit, bon, tiens, de prime abord, nous devons tous nous engager, sans atermoiement,
à respecter la Constitution, l'intégrité territoriale, la souveraineté nationale, de ne pas produire des institutions ex nihilo extraordinaires, de ne pas partager les pouvoirs, de ne pas énerver la Constitution. Il dit ça. Mais vous pensez qu'il y a quelqu'un qui va rester encore à la maison, Madame Paulette? Nous aimons notre peuple, mais nous refusons d'aller légitimer une démarche qui s'accommode à un coup d'État constitutionnel. Nous ne sommes pas contre le dialogue. C'est une vertu en démocratie. Nous sommes contre le glissement, nous sommes contre le troisième mandat, nous sommes contre des personnes qui sont au-dessus de la Constitution et des lois de la République. Rachel Kitsita Ndongo, Numérica TV. Monsieur Vital Kamerhe, s'agissant du dialogue en amont, le président de la République a initié les consultations avec les forces vives de la nation, alors que l'UNC avait refusé l'offre. Ceux qui sont allés, ceux qui ont répondu à l'appel de Joseph Kabila ont eu certainement et sans nul doute l'occasion de poser des préalables quant à l'organisation du dialogue en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, que l'UNC, Vital Kamerhe, pose les préalables, à qui vous adressez-vous? Non, je vais vous répondre de la manière la plus claire. Le président de la République a fait des consultations. À mon avis, c'était des consultations trompe-œil. Puis je vais vous rappeler ce que la CENCO écrit ici. C'est pourquoi la CENCO estime urgent de rappeler son point de vue exprimé au président de la République lors des consultations organisées en vue du dialogue national. Le point de vue de la CENCO se résume dans des points suivants. 1. Le rappel du fait que le dialogue est une voie royale. C'est très bien pour résoudre des crises. 2. La nécessité de souligner que ce dialogue se déroule dans le respect absolu de la Constitution. Est-ce que vous avez entendu le président, puisqu'il avait promis qu'à l'issue des consultations, il va faire la synthèse, il va faire le message à la nation? Vous l'avez entendu parler, le président? Mais à qui est-ce que vous adressez vos préalables? Puisque je ne pose pas de préalable. Initiateur du dialogue. Je suis en train de donner ma contribution à la nation. C'est lui qui a les rênes du pouvoir. Vous auriez dû accepter l'invitation de Joseph Kabila lors des consultations. Non, on n'a pas accepté, puisqu'en politique, vous savez, la forme peut l'emporter sur le fond. On doit se faire respecter. Je suis un ancien candidat président de la République. Ancien quand même président de l'Assemblée nationale. Même si le honorariat dans notre pays ne ressemble à rien du tout. Mais tout cela, c'est très dangereux pour une république. C'est-à-dire, vous avez servi la République comme ministre, une fois remanié, donc vous n'avez même plus droit au moindre égard. Comment on va nous inviter, nous, au même moment que les étudiants? On va nous inviter, nous, au même moment que les gens de la société civile. Nous ne jouons pas dans la même sélection. Ce ne sont pas des Congolais. Ce sont des Congolais. Mais François Hollande n'a pas appelé les étudiants, il n'a pas appelé les artistes, il n'a pas appelé les magistrats. Non, il a appelé les responsables qui sont à même de lui donner. Monsieur Kamerhe, laissez-moi terminer. La question a été posée par madame. Je voudrais dire ceci. Je vais juste apporter le petit correctif suivant. Oui. Les artistes sont venus après tout le monde. Le premier jour, les deux, trois premiers jours, ce n'était que les politiques. Mais ils sont venus quand même. C'est ça le désordre que nous ne voulons pas. C'est-à-dire quand ces consultations-là, vous savez, le président Hollande pouvait les vérifier. L'invitation a été envoyée nommément à chaque parti politique. Ça a été dit à la télévision, ça a été fait par écrit. L'Élysée l'a fait aussi par écrit. Il avait dit, je commencerai par les présidents des groupes parlementaires, par les présidents des partis qui sont représentés à l'Assemblée nationale suivant leur degré de représentation. Il y a quand même en toute chose des règles. Donc vous allez vous retrouver comme des petits mendiants alignés en train d'attendre chacun son tour pour être reçu. Non. Donc tout n'est question de protocole. J'ai dit non, ça a de l'importance. On doit se respecter. On ne doit pas donner l'impression à notre peuple qu'on court pour aller recevoir des per diem, alors que nous voulions aller proposer au président de la République des solutions aux problèmes. Nous n'avons pas abandonné, puisque nous l'avons fait à travers la presse. Nous avons dit, voici ce que nous pensons. Nous l'avons fait à travers notre organisation politique. Alors, des préalables ou votre contribution que vous apportez pour l'organisation de ce dialogue, très bien, mais si les mauvaises langues disent que Vital Kamerhe, le dialogue, c'est pas son affaire, puisqu'il ne serait pas à l'aise de se retrouver face à un Joseph Kabila qui l'a tant servi. Ah bon? C'est le président Kabila qui va présider les dialogues? Moi, je ne pensais pas que c'était lui qui allait présider les dialogues. Alors, moi, je voudrais vous dire ceci, madame. Nous n'avons pas dit non au dialogue. Et je vais le répéter encore à haute voix. Nous refusons les dialogues pièges, les dialogues alibi. Nous voulons faire les Saint Thomas. Je voudrais maintenant, ici, devant toute la nation, autour de Top Congo, tous les auditeurs à travers le monde entier, faire une autre concession. Parce que moi, je suis un homme libre. J'aime mon pays. Je voudrais vous dire, madame, deux choses. La première, si aujourd'hui le président de la République
par la formule consacrée par la Constitution. Il nous donne des garanties qu'on ne va parler que de processus électoral et qui prend l'engagement qu'il ne va pas briguer un troisième mandat, que le calendrier sera dans les délais constitutionnels, nous serons au dialogue. Deuxième concession, nous disons ceux qui vont aller au dialogue, bonne chance. On ne va pas tirer sur eux. On ne va pas jeter d'anathème, rien du tout. Si nous faisons les symptômes, s'ils adoptent des résolutions qui sont conformes aux attentes du peuple congolais, nous dirons mea culpa, nous venons signer, après tout le monde nous acceptons, vous aviez raison, monsieur le président de la République, on vous prêtait des intentions pour rien. Donc l'absence de monsieur Vital Kamerhe ne peut pas empêcher le pays d'avancer. Le président de la République a déjà un gros poisson, il peut faire son dialogue et il ne faut pas donner l'impression qu'il y a des gens plus importants que les autres. Donc moi, je peux mourir aujourd'hui. Donc si je meurs aujourd'hui, il n'y aura pas de dialogue demain. Alors et pourtant, quand il a réuni les parlementaires à Kingakati, Joseph Kabila a dit qu'il n'amènera pas les Congolais ou le Congo à un suicide collectif. Tout ça, ça ne vous rassure. Ça ne vous rassure pas. Ça ne vous rassure pas. Alors, je voudrais poser la question. Non, Madame Rachel, vous êtes centrée vraiment là. Je crois que la langue vous a fauché. Je voudrais dire ceci. Il a amené les parlementaires à Kingakati. Moi, j'ai demandé aux députés de l'INC, ils n'ont jamais été invités à Kingakati. C'est là aussi une faute dans la gestion de la République. Le président de la République ne devrait pas être l'autorité morale de la majorité présidentielle. C'est anticonstitutionnel. Le président est au-dessus des clivages politiques. On amène les seuls députés de la majorité, mais on les amène où? Dans une ferme privée. Les institutions se trouvent où? Ici à Kinshasa, au Palais de la Nation, à Mongadiema. Et c'est à Kingakati, d'après vous, qu'on doit aller dire au peuple congolais que je ne vais pas vous amener au suicide collectif? Ou alors c'est au Palais de la Nation, au Palais du peuple, ou à Mongadiema? Moi, je crois que nous devons nous habituer à faire fonctionner... Et le fond de ce qu'il a dit à ses parlementaires, ça ne vous rassure pas? Vous qui l'avez côtoyé. Vous qui étiez là, vous étiez là, vous pouvez nous rapporter, puisque c'est que rapporte le ministre de l'Information. Le Congolais a un suicide collectif, ça vous rassure pas? J'ai failli croire quand le ministre de l'Information. C'est un homme de parole et pourtant. Hein. Oui, j'ai failli croire quand le ministre de l'Information a parlé. Mais le lendemain, nous avons suivi son brillant homologue ou collègue des relations avec le Parlement, Cyril Refi, qui a dit non, Kabila Totondi, on a noté, nous avons envie, nous avons soif de Kabila. Il doit continuer. Nous n'avons pas. Mais si vous dites quoi? On n'a pas besoin de glissement, on a besoin d'un mandat. Il a dit. Et alors, vous voulez qu'on croie à qui? Il n'a jamais été contredit par qui que ce soit. Alors, que dites-vous à M. Atondo Liongo quand il dit nous, on n'a pas besoin de glisser? C'est 2 ans ou 4 ans pour organiser les élections. Mais à qui nous allons croire? Le président n'a pas de chance. Nous allons croire à qui, madame? C'est ça la question. Ce n'est pas Kamere. C'est le désordre dans la famille politique du chef de l'État. On ne sait pas qui est porte-parole de qui. Puisque vous êtes ministre de l'Information, c'est censé être porte-parole du gouvernement. À la limite, parler au nom du Premier ministre. Mais ici, il parle et au nom du PPRD, qui n'est pas son parti, puisque lui, il a son parti. Il parle au nom du président de la République, au nom de l'Assemblée nationale. Même les questions de l'armée, c'est lui qui répond à Ban Ki-moon. Alors maintenant que la CENI a un nouveau président, Corneille Nangaa, nous disons oui, qu'est-ce que vous attendez de ça? Parce que vous attendez que vos exigences... Des moyens qui viendront. Oui, que la CENI nous appelle, on donne les moyens. Vous croyez au moins Corneille Nangaa? Non, on ne croit qu'en Dieu, madame. Okay. Moi, je ne peux pas croire en des individus. Nous allons mettre des garde-fous pour le maintenir. Je n'ai pas besoin qu'il me rassure. Nous allons le maintenir dans la loi portant organisation de la Commission électorale nationale indépendante et la Constitution de la République. S'il trébiche, nous allons le rappeler à l'ordre. Les individus, moi je disais aux amis, s'acharner sur Malumalu, ça ne sert à rien. Restons dans les principes et nous allons gagner le combat. Voilà, Malumalu est parti, mais là nous avons un autre et nous allons commencer le combat contre celui-là. Et puis on va nous amener un autre et nous allons tomber dans le piège du pouvoir qui est celui de gagner du temps. Circuler, il n'y a rien à voir. Vous allez attendre jusqu'à ce que vous allez être circulé. Vous êtes au mois de décembre 2016. C'est pourquoi nous disons, nous INC, quand la CENI a voulu faire son test grandeur nature, vous avez oublié cette étape. Quand on a demandé à tout le monde de déposer les candidatures pour les élections provinciales, madame. Mais on nous a bouffé 104 000 $ américains. Parce que nous avons 425 candidats pour les élections provinciales. Le MLC a fait la même chose, le CDR a fait la même chose. Le parti d'Ingele Ifota a fait la même chose. Tout le monde a fait la même chose. Mais quand le président s'est rendu compte, tiens, mais les gens de l'opposition sont prêts, alors on a annulé. Mais alors qui a poussé Évariste Bochab à publier le calendrier des élections provinciales partielles? Et puis après, il les annule lui-même. Qui? Il n'en avait pas d'abord le pouvoir, parce que c'est la CENI qui devait le faire. Nous sommes dans un désordre constitutionnel. Après, il annule. Après, on nomme les commissaires spéciaux. Ça, c'est l'opposition encore. Eric Ambago. Et on avait dit qu'il n'y avait pas 2 millions de $ pour organiser les élections de Nouvelle-Province. Vous avez oublié cette étape. Hein? Eric Ambago, Top Congo FM. Vital Kamerhe,
est-ce que l'UDPS a tort d'accepter le dialogue? Non, vous savez, nous devons respecter l'UDPS, c'est un grand parti. Soyez sincère dans votre réponse. Mais je suis sincère. Vous être sincère, ça signifie quoi? Réfléchir comme vous? L'attaquer, dire que c'est pas bon. C'est ça, être sincère. Puisque le dialogue n'est pas bon d'après vous. Non. J'ai commencé par dire que j'ai respecté Jérôme Bonso dans son raisonnement, même si ça ne cadrait pas avec mes convictions. C'est ça aussi la démocratie. Est-ce que vous m'avez entendu ici attaquer Joseph Kabila? Depuis qu'on a commencé, est-ce que moi je l'ai attaqué ici? Je donne mon point de vue et je démontre que ce qu'on nous propose n'est pas conforme à la Constitution. Et pourtant l'UDPS dit qu'il y a eu des violences. Mais je viens de vous répondre. Vous avez parlé de tout ça. Il y a telle institution chargée de telle, mais cela n'a pas empêché qu'il y ait des violences en 2011. Il y a eu des morts. Et vous dites, il y a la police. Mais pourquoi ne pas se mettre autour d'une table pour parler justement de ces violences qu'il y a eu en 2006, en 2011? Pourquoi ne pas se mettre autour d'une table? Bago, puisque vous en avez les secrets, peut-être vous allez me convaincre à l'issue de cette émission. Alors quand nous allons mettre autour de la table M. Etienne Tshisekedi, Vital Kamerhe, Olivier Kamitatou, tout ce monde-là, donc nous sommes plus experts que nos généraux. Nous allons dire quoi aux généraux? Que voilà, et voici comment on doit protéger. Un apaisement. Il faut d'abord l'apaisement des esprits. D'après vous, on aura atteint un compromis. Et puis quelque chose que peut-être que vous ne dites pas souvent, c'est que au départ, avant ces discussions, pourquoi ne pas partir avec un principe? On accepte tout par consensus. Pourquoi pas? Non, moi je voudrais vous dire quelque chose peut-être qui échappe à votre raisonnement. D'après vous, aujourd'hui, si on a interdit les manifestations des MSR, de l'INADEF, de l'INAFEC dans les Katanga, et même le maire de l'ICASI qui avait autorisé cette manifestation a été suspendu puis remplacé. Mais en même temps, le PPRD peut faire tout ce qu'il veut, même sans en informer l'autorité. Le PPRD organise ses manifestations en lieu fermé. Je vois que vous êtes membre du PPRD, vous connaissez comment il fonctionne. Mais moi, je voudrais vous dire, vous ne savez pas où je vais en venir. Mais est-ce qu'il faut un dialogue pour appliquer les lois de la République? Parce que la loi, si les manifestations, cette loi est connue. Aujourd'hui, nous avons suivi le rapport de l'organe de la MONUSCO chargé de surveiller le processus électoral et les manifestations publiques. Ils ont dit 11 manifestations dans les sites Kivu, les Kasaï et les Katanga ont été interdites alors que l'autorité était préalablement informée conformément à la loi. 21 manifestations du PPRD se sont déroulées sans en avoir informé l'autorité. Voilà le dysfonctionnement. Ça, c'est une pas une question de dialogue, c'est une question de mauvaise foi. Il n'y a pas de volonté politique. Alors nous disons alternance, que ces régimes puissent faire ses bagages et laisser la place à un nouveau leadership, l'élite congolaise et le peuple congolais, parce que nous sommes convaincus que le Congo, c'est un grand pays, c'est un éléphant tout simplement à genoux, et qu'il nous appartient à nous, dans l'union sacrée de nos intelligences, de relever ces pays, parce que nous avons vocation d'être la locomotive d'Afrique, pas d'Afrique centrale, d'Afrique. Mais le dialogue dont vous parlez, vous faites un peu ce que certains de la majorité disent que vous êtes un peu des aventuriers burlesques, parce que lorsque vous parlez de tripartite, CENI, opposition, etc., et de l'autre côté on parle du dialogue, la CENI était très claire au sujet de ces tripartites. Le rapporteur de la CENI a dit qu'il y a des questions pour lesquelles il faut que des options politiques soient levées. Par exemple, notamment l'enrôlement des majeurs qui prendraient du temps. Et les différentes élections qui devraient être organisées. Doit-on commencer par les provinciales, les municipales, les autres? Tout ça, ça relève des options que les politiques devraient lever et donner une disposition de la Constitution. J'aimerais être sincère avec vous. Dites-moi, M. Ambago, c'est quelle disposition de la Constitution qui dit que la CENI doit dire que telle option doit être levée par les politiciens? C'est dans quelle Constitution? Parce qu'ils ne sont pas... Attendez, la CENI est technique, la CENI n'est pas politique. D'après vous, l'enrôlement, ce n'est pas une question technique? Mais ça pourrait demander un peu plus de temps. Le président de la République a dit, et il nous a rejoints, nous étions très contents, que oui, puisqu'avant on nous disait qu'il n'y avait pas de problème. Justement, quand nous avions demandé, c'est pour répondre à Mme Paulette, qu'on avait créé la CVD, la Coalition pour le vrai dialogue. Qu'est-ce qu'on nous avait répondu ici, les antennes de Top Congo et de toutes les radios et télévisions de Kinshasa? On avait dit non, ces politiciens-là doivent attendre les élections pour avoir du travail, ils sont des demandeurs d'emploi. Parole de Lambert Mende. Pas une seule fois, il a répété ça au moins 5 fois.
nous nous sommes dit, tiens, au fait, nous commençons à être en porte-à-faux avec la population. Il ne reste plus qu'une année pour aller aux élections. Est-ce qu'il est normal qu'on continue à demander les dialogues? Nous avons dit non. Le seul langage que le pouvoir va entendre maintenant, c'est la mobilisation de la population. On a trouvé notre langage et le 19 janvier, ils ne nous ont pas donné tort. Si nous étions restés dans les dialogues, mon cher ami, aujourd'hui, il y aurait la loi électorale révisée avec l'alinéa 3 du point 8, l'alinéa 8.3. Donc 2016, élection législative présidentielle, si on n'a pas, même si y a problème technique, on envoie les gens dans la rue. Même si on envoie les gens dans la rue, c'est le chaos. Non, demandez-moi. Sur le plan technique, j'ai lu la page Facebook de Top Congo. J'ai lu mon compte Twitter. Je vis que la plupart des auditeurs ont voulu savoir, Monsieur Kamere, puisque vous dites que ce dialogue de Kabila là est inopportun, qu'est-ce que vous proposez? J'ai lu sur votre compte Twitter, Monsieur Kamere, comment vous allez vous permettre encore une fois d'aller légitimer une démarche chaotique du président de la République? Et vous savez très bien qu'il veut faire les glissements. J'ai lu sur le compte Twitter, Monsieur Kamere, quelles sont vos relations avec Moïse Katumbi? Quelles sont vos relations dynamiques avec G7? Tout ça sont des questions de vos auditeurs. Donc moi, je ne fais pas de questions. Donc, je vais répondre à la première question. Nous disons, nous ne sommes pas là pour dire, bon, tout ce que le président propose est mauvais. Non, on n'a pas dit ça. On a dit, monsieur le président, le dialogue, c'est bon. Mais seulement, monsieur le président, voici, la République est régie par une constitution et par les lois. Alors, si vous nous amenez dans un forum, ce forum-là devient extra-constitutionnel et devient au-dessus des institutions. Mais c'est Abago, c'est ce que je suis en train de dire. Nous voulons un dialogue, mais qui reste dans le cadre légal, constitutionnel, comme la CENCO l'a dit. Mais pourquoi vous n'attaquez pas la CENCO? Parce que nous vous disons, nous avons adopté ces dialogues tels que la CENCO. Le dialogue est anticonstitutionnel. Tel que présenté par le pouvoir actuellement, il est anticonstitutionnel. On ne peut pas. Il est interdit de dialoguer sur les questions nationales. Laissez-moi terminer. Aujourd'hui, Kabila est président de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, Kamere réunit les gens à Mongaliema ou bien à Mongafula. Et je prends les attributions, le forum que j'organise prend momentanément les attributions du président de la République. Vous estimez que c'est constitutionnel ça? Pourquoi lui, le président de la République, voudrait que les attributions de la CENI, les attributions du gouvernement soient momentanément gérées par les dialogues, mais ses propres attributions à lui ne mettent pas en jeu? C'est ce que l'IDPS demande. Il n'a pas compris. C'est un dialogue piège de part et d'autre, puisque pour l'IDPS, le dialogue doit débattre aussi de la question des élections de 2011. C'est ce que vous ne voulez pas dire. Et alors, on va en sortir comment? Non, nous ne voulons pas une perte de temps inutile, donner l'impression que nous sommes d'accord ou que nous ne sommes pas d'accord. Puisque le président de la République va finalement, d'après les informations que nous avons reçues, il va accepter l'exigence que l'IDPS avait posée du facilitateur qui sera nommé par Ban Ki-moon. Mais vous pensez, d'après vous, que quand on va nommer ce facilitateur, le problème est terminé? En lisant ces communiqués de la CENCO, vous êtes sûr que ces évêques, quand ils vont entrer dans la salle et quand ils vont remarquer que les gens ne prennent pas l'engagement de respecter la Constitution, ils vont rester dans la salle? Mais pourquoi les perdre de l'argent de l'État pour rien? C'est pourquoi nous nous disons, pour répondre à votre question, le dialogue, oui. Mais dialogue piège ou alibi pour légitimer une démarche extra-constitutionnelle, anticonstitutionnelle, pour créer de nouvelles institutions, une nouvelle transition, nous disons non. Qu'est-ce que nous proposons? Nous disons, mais quand nous regardons la Constitution, l'institution constitutionnellement reconnue pour organiser les élections s'appelle la CENI. Les acteurs, c'est toujours la bipolarisation de notre pays. C'est les gens qui ont gagné, qui ont la majorité dans les chambres, et les gens qui sont dans l'opposition. C'est pourquoi nous disons, la CENI est là, et nous avons la majorité et l'opposition, et nous ajoutons les experts de la communauté internationale. Et je vous ai fait une concession. Le président peut venir prononcer un discours d'ouverture, et il vient recevoir les résultats. Pourquoi nous voulons ça? D'abord, on va économiser beaucoup d'argent, il n'y a pas beaucoup de participants. 2, les concernés directement vont donner leurs contributions. 3, la loi des rendements décroissants. Pour ceux qui ont fait la faculté des sciences économiques, comme Willy avait commencé en économie, il sait que si nous devons labourer un hectare de terre à 10, peut-être c'est difficile, mais à 1000, c'est encore plus compliqué. Il faut chercher la combinaison idéale pour que chacun puisse faire son travail. Mais vous êtes à 1500 pour dialoguer. J'espère qu'ils vont revoir leur format rapidement. Sinon, le piège, c'est quoi?
L'histoire du pays nous apprend que quand les gens se retrouvent comme ça, ils vont s'autoproclamer. Bon, écoutez, nous devenons une constituante comme à Louaour en 64, comme la conférence nationale souveraine, et donc la constitution est gelée. Nous allons créer une transition de 4 ans. Et qu'est-ce que Kabila nous donne? Qu'est-ce que nous donnons à Kabila? Tout ça, nous sommes dans la politique fiction. Revenons au sujet. Fiction, ça c'est du vrai. Revenons au sujet. Vous avez parlé de Facebook, vous avez parlé de Twitter. L'UDPS dit on y va. Vous dites ils peuvent y aller. Oui, l'UDPS peut y aller. Vous savez, l'UDPS a une longévité dans la lutte que l'UNC n'a pas. L'UDPS peut commettre des erreurs que la population va lui pardonner. Mais Kamere qui a quitté Kabila il y a 6 ans seulement, si moi je commets une erreur, on va dire non, donc les gars n'avaient jamais quitté la famille politique du président de la République. Donc je dois regarder où je mets mes pieds. Donc vous savez que l'immunité du président Etienne Tshisekedi n'est pas l'immunité de M. Vital Kamerhe. Mais déjà le fait d'avoir dit oui au dialogue, vous avez vu la levée des boucliers en Europe et à Kinshasa, lui qui est un bulldozer, quand il a dit oui, comment les gens sont soulevés? Alors quand moi je dirais ça, et Christian, Paulette, vous là vous serez prêts. Donc du mal à vous croire. Donc aujourd'hui Vital à mes œuvres aussi. Donc aujourd'hui Vital Kamerhe a peur d'y aller parce qu'il a peur de ce qu'il y aura. Non, je suis un politicien, je dois tenir compte de l'opinion. Moi j'écoute les gens d'ici qui vous m'appellent, les gens du Nord Kivu, les gens de Bandundu, les gens de Bas-Congo, du Katanga, de Mbujimaï, de Maniema, de la province orientale, des Kassai occidentales. Ils m'appellent, de Bandundu, ils m'appellent, ils me disent, Monsieur Vital Kamerhe, nous ne voulons pas de ces dialogues pièges. Le peuple congolais a besoin d'un calendrier inscrit dans les délais constitutionnels et nous les peuples, nous allons trancher. Ce que nous vous demandons à vous l'opposition, le moment venu c'est de nous présenter un candidat unique de l'opposition. C'est ça, c'est que j'ai lu sur votre compte Twitter. Nous y sommes déjà. Vous voulez vous perdre dans vos questions. Mais M. Vital Kamerhe, vous avez été celui qu'on appelait le pacificateur, un homme de compromis, un homme de consensus. Qu'est devenu ce Vital Kamerhe là? Il a disparu. Aujourd'hui, il y a un Vital Kamerhe radical, presque extrémiste. Vous m'avez pas vu à Lubumbashi? Presque extrémiste. Laissez-moi poser la question. Voilà. Non, vous allez là-bas parce que bon, c'est l'opposition. Mais l'homme du compromis, l'homme du consensus, l'homme du consensus, on le voit. Mais en fait, la question fondamentale et c'est là, c'est vrai, être dans l'opposition, c'est votre droit, mais offrir à la population une alternance crédible, c'est votre devoir. Exact. Et par rapport à ce devoir-là, nous ne voyons pas l'opposition en ordre de bataille organisé. Nous sentons beaucoup plus une accumulation des égos. Comment vous allez réussir parce que la Constitution, vous voulez qu'elle ne soit pas touchée. Et vous avez raison, c'est votre combat. Mais cette Constitution-là consacre les élections présidentielles à un seul tour. Exact. Donc si l'opposition va aux élections à nous disperser, elle a perdu les élections. Qui vous a dit ça d'abord? Ce n'est pas vrai, mais c'est pas souhaitable. L'expérience de 2011... Ça, c'est la tricherie. L'expérience de 2011 nous apprend que le président actuel a gagné. L'élection de l'opposition et de la majorité s'est faite avec plusieurs candidats de l'opposition. Nous savons ce qui s'est passé. Au moins par rapport à cela, il y a eu quelque chose. Alors je reviens donc à la question, elle est là. Par quelle magie vous allez rebondir pour trouver un candidat unique? On vous a vu à Lubumbashi avec Moïse Katumbi et certains qui vous critiquent disent déjà que non, il est parti armé bagage, c'est dans un mariage avec Katumbi, il a renoncé à tout pour laisser Katumbi passer devant. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? L'humilité précède la gloire. Vous savez, Jésus-Christ, il allait vers les âmes pour les gagner. Alors il ne faut pas que ce genre de commentaires puissent donner l'impression que moi, ça me froisse. Non, moi je suis à l'aise avec ça. Donc je voudrais vous dire que les combats de l'opposition, nous l'avons commencé depuis 2011. Aussitôt qu'on a proclamé le résultat, moi je ne suis pas un rêveur. Je suis allé voir mon grand frère, mon père, Etienne Tshisekedi. Je lui ai dit, allons à la Cour suprême de justice. Il a dit, je n'y vais pas. Il m'a donné Félix, Sami Badibanga, Bruno Mavungu et tout le reste. Nous sommes allés à Maître Mukendi à la Cour suprême de justice. Vous nous avez vu, moi je suis un républicain. Alors admettons que si cette plainte était écrite par Etienne Tshisekedi et soutenue par Vital Kamerhe, deuxième et troisième selon monsieur l'abbé, monsieur le pasteur Mulunda, mais ça allait soulever la population, puis ça allait être le point de départ de la contestation dans la rue.
Mais nous n'avons pas attendu le 28 janvier, nous sommes allés à Addis Abeba avec un plan, avec tous les amis de l'IDPS et nous tous. On a fait une proposition. Alors, aujourd'hui, l'opposition, nous avons compris, on est parti de la CVD, d'abord de l'alliance avec Nzanga, Mobutu et Mbusa Nyamwisi. On est passé à la CVD avec le Moïse Congolais, tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes avec Martin Fayoulou, avec Jean-Lycée Boussa, avec Nguele Photo. Ça prend de l'ampleur avec les MLC. C'est dommage que nous ne soyons pas ensemble avec l'IDPS, mais ce n'est que partie remise, on doit faire cet effort-là. Aujourd'hui, nous sommes en pourparlers avec les G7 sur les principes fédérateurs, pas sur les individus fédérateurs, sur les principes. Est-ce que nous acceptons tous de mener le combat du respect de la Constitution? Oui. Est-ce que nous acceptons tous que les glissements c'est un danger pour le pays? Nous disons oui. Est-ce que tous nous acceptons que l'alternance est une valeur en démocratie? Oui. Est-ce que nous acceptons que cette fois-ci, nous allons conquérir le pouvoir, pas pour nous-mêmes, mais pour servir le peuple avec une vision, un projet de société? Nous disons oui. Voilà ce que nous nous sommes dit. Et ça va permettre à l'opposition de se mettre en ordre de bataille. Et c'est l'échange que j'ai eu avec Moïse Katumbi, aussi bien à Londres qu'à Lubumbashi. Et moi, je sais que l'union fait la force. Ceux qui disent ça, ce sont les gens de la majorité. Ils ont peur. Quand ils voient des bulldozers qui se mettent ensemble, évidemment, nous allons déplacer des montagnes. Moïse Katumbi et moi et les autres, MLC, tous les amis, les gens, les Seboussa, les Fidé Babala, les Ingele Photo, si nous sommes ensemble, premier palier. Là, on va arracher d'abord le calendrier électoral. Deuxième palier, maintenant, nous sommes ensemble. Voici la vision. Voici le profil du candidat. Qui de tel ou de tel va mettre cette veste? Mais c'est une équipe, messieurs, vous n'êtes pas un homme qui va se réveiller un matin et changer les règles du jeu ou remanier tout le monde. Non. Désormais, notre pays sera dirigé comme la France, comme les États-Unis d'Amérique, où tout le monde est serviteur du peuple. Vous êtes président de la République, mais vous êtes derrière le peuple. Donc je voudrais rassurer tout le monde, que ce soit au Sud Kivu, au Katanga, que ce soit au Kasaï, dans les Bandundu, Maniema, province orientale, Nord Kivu, Bas-Congo, Équateur, Kinshasa, Kasaï occidental, il n'y a pas encore des arrangements particuliers entre Moïse Katumbi et moi. Le seul arrangement entre Katumbi et moi, c'est de mener le même combat pour empêcher la révision de la Constitution, obtenir les calendriers électoraux. Le moment venu, nous allons parler d'autres batailles avec d'autres amis qu'il ne faut pas minimiser puisque tout le monde peut poser sa candidature à la présidentielle. Merci beaucoup, monsieur Vital Kamerhe. Le temps passe vite déjà. Ça passe très vite, on n'a pas parlé de beaucoup de choses. 57 minutes, mais c'est vous, monsieur Kamerhe. C'est vous qui n'aimez pas être, c'est vous qui n'aimez pas être interrompu pour poser toutes ces questions. Les maisons apportées à Bukavu. Merci Eric Ambago de Top Congo. Merci Rachel Kitsita de Numérica. Merci Paulette Kimuntu de Paulette Kimuntu. Oh, monsieur Kamerhe, s'il vous plaît. Non, je n'ai pas fini. S'il vous plaît, je vais vous laisser la parole. Paulette Kimuntu de Congo Web ainsi que Willy Kalengai de Géopolis Magazine. Des petites questions avant de terminer. Vous dites l'opposition sera unie, c'est ce que vous dites? Elle aura un candidat unique? L'opposition aura un candidat unique. Quelle opposition? L'opposition telle qu'on la connaît aujourd'hui? L'opposition additionnée des démissionnaires PPRD, des G7? Il ne faut pas les appeler des démissionnaires du PPRD. Non, mais il y en a qui viennent de démissionner du PPRD. Vous pouvez commettre un péché, mais demeurer dans le péché, c'est ce qui est condamnable. Nous devons encourager les autres qui sont dans le PPRD de quitter, de venir. Voilà notre démarche. On y arrive. Et de deux, Willy a dit quelque chose de très important. Les pacificateurs, nous les demeurons. Une recette à donner aux amis de la majorité et du dialogue. Il y a ce qu'on appelle, c'est très important puisque c'était le thème de l'émission, il y a ce qu'on appelle les mécanismes de proximité. Les uns peuvent aller au dialogue, c'est leur liberté. Les autres, nous sommes dehors. Monsieur Kamerhe, on l'a fait à Lusaka, on l'a fait à Sun City et on l'a fait à Pretoria et à Luanda. Alors ne mettez pas tous les œufs dans le même panier puisque nous risquons tous de nous tromper au même moment. Laissez-moi s'il vous plaît poser ma question. Vous la comprendrez mieux. L'alternance, elle est assurée parce que, au regard de la Constitution, Joseph Kabila ne peut plus se présenter. Donc, à l'issue de l'élection présidentielle, Joseph Kabila ne peut plus se présenter. Là, nous sommes tout à fait d'accord, je crois, vous et moi. L'alternance est donc assurée. Maintenant, candidature unique de l'opposition contre qui? Parce que hier, quand je vous dis il y a un mois, les démissionnaires du PPRD, Moïse Katumbi, c'était il y a 1 mois ou 2. G7, c'était à 2-3 mois. Peut-être d'autres vont venir, vous quitter ou entrer, on ne sait pas. Aujourd'hui, cette opposition, c'est qui? Ce sera pourquoi? Ce sera contre qui ou pourquoi? Ah, bien. Non, il ne faut pas renier à la majorité actuelle le droit de proposer son candidat.
Ils auraient leur candidat. S'il est faible, c'est leur problème. S'il est fort, c'est leur problème. L'alternance au pouvoir ne veut pas dire, il faut corriger, ne veut pas dire nécessairement que l'opposition va gagner les élections. L'opposition doit se donner les moyens de gagner cette élection. Nous ne devons pas être les dictateurs non plus en disant que c'est nous, si nous ne gagnons pas, la République va s'écrouler. Non. Nous devons nous donner les moyens de gagner cette élection. Aujourd'hui, le peuple, son cœur bat du côté de l'opposition. Et si donc nous faisons une erreur de ce côté-là, et nous allons être pris au dépourvu. Donc nous devons nous arranger pour fixer les règles, fixer les principes, les critériums et les noms de personnes, on va les remplir après. Et dès le départ, il ne faut pas qu'on dise que tel, vous ne pouvez pas être candidat, tel autre pouvait être candidat. Il faut laisser à tout le monde la liberté de s'exprimer, d'exprimer ses ambitions. Si vous voulez ramener seulement ça à l'équation, Kamere Katumbi. Non, par exemple. J'ai vu si le compte Twitter. Bon, on ne peut pas refuser au peuple de faire son élection à l'avance. C'est déjà, on nous facilite déjà la tâche, peut-être. Mais Vital Kamerhe est candidat à la candidature. J'étais candidat en 2011. Non, en 2016, je parle. Je ne voudrais pas énerver les résolutions de nos deux conclaves. Nous avons dit, chacun de nous doit taire ses ambitions et considérer que nous sommes tous égaux devant le peuple congolais, devant les lois de la République. Humiliez-vous, laissez les autres vous élever. Donc, pour le moment, je considère que tout celui qui remplit les critères fixés par le peuple congolais, qui veut avoir un vrai président, quand il y a des catastrophes naturelles, il est le premier arrivé s'il est lié. Quand il y a des problèmes à Kindu, il est à Kindu. Quand il y a des problèmes à Mbujima, il est à Mbujima. Il est combiné avec le peuple de Mbujima, au besoin en Chiluba ou à une autre langue locale. C'est cela que nous voulons dans ce pays. Très courte réponse. Oui. G7, vous avez vu. G7, vous avez appuyé la démarche. Mais dans G7, à part l'UNADEC de Mwando Nsima, il y a beaucoup de contestations parce que ceux qui ont signé ces lettres ne l'ont pas signé avec ce qui est normal dans les partis politiques, avec l'aval de leurs partis politiques. La démocratie commence dans les partis. Comment vous jugez cette démarche ? Je n'ai pas bien compris votre question. Vous voulez dire que les gens qui ont démissionné, non, des les gens institutions... qui ont écrit et qui ont engagé leur parti n'avaient pas l'aval de ce parti avant de le faire. À part l'UNADEC qui, Mwando Nsima et le MSR, MSR et UNADEC, ça s'est passé bien. Mais pour les autres? Non, pour les autres, moi je crois que le gouvernement, les pouvoirs en place doivent éviter de violer les lois. Ma question est la suivante. Non, je suis en train de répondre puisque je connais la question et je connais la réponse et vous connaissez la réponse. Le pouvoir est en train de nous amener une recette qui avait échoué à l'époque de Mobutu. Vous savez qu'à l'époque de Mobutu, pour affaiblir Tshisekedi, on croyait qu'on va créer des autres IDPS. Mais en fin de compte... Ce n'est pas ma question. En fin de compte... Non, c'est important parce que il y a la formation à la démocratie. La démocratie dit parti politique ensemble. Mais donnez un exemple concret en disant que pour... ACO, dont le président qui avait signé cette lettre du G7 est d'ailleurs député indépendant. L'ACO, il s'est avéré que à l'ACO, Dani Banza n'avait pas du tout l'aval de son parti. Aujourd'hui, il a complètement été exclu. Est-ce que vous trouvez normal? Ça a été le cas dans d'autres partis. Est-ce que vous trouvez normal que Vital Kamerhe signe un document au nom de l'UNC qui implique tout le monde dans l'UNC sans que l'UNC n'en ait été au préalable informé ou n'ait donné son accord? Mais moi, je suis en train de voir ce qui est en train de se passer pour le moment. Le parti d'Olivier Kabitato a fait son congrès, le parti de Pierre Lumbi a fait son congrès, le parti de Kyungwa Koumanza a fait son congrès. Je vais encourager les autres partis du G7 de faire leur congrès pour nous dire clairement renouveler leur confiance à leur chef actuel. Donc entrer dans cette discussion-là, ça ne fait pas avancer la République. Une chose est vraie, et que Dani Banza a dit dans la lettre qu'il a signée avec les autres, cette lettre-là, elle est très salée. Si vous la lisez, vous allez voir, elle va vous laisser sur votre soif d'ailleurs, après, que c'est que nous constatons comme dysfonctionnement au sein de notre propre famille politique. Et les velléités de révision constitutionnelle nous met en marge des attentes du peuple congolais. Monsieur le Président, nous vous demandons de vous ressaisir pour qu'il y ait un débat au sein de la famille politique. Ça, nous encourageons. C'est le courage. Je vais vous dire pourquoi je vous pose la question. Oui. Parce que ce qu'on reproche au Président, dans toutes ces correspondances, c'est aussi ce que les membres de ces partis reprochent au président des partis. Oui. Alors, est-ce qu'on peut donner une leçon chez l'autre alors que chez soi on l'a pas? Non, vous savez, le bien-être n'a pas de couleur politique. Hein? Et on ne fait pas la morale devant le bien. Mais la question est de savoir, Pierre Lumbi et compagnie, leur courage est-il salutaire pour la République? Un conseil spécial chef de l'État en matière de sécurité. Il a toutes les données. Il vous dit non, nous naviguons à vie et nous allons droit dans le mur.
Est-ce que ces courages-là, nous devons commencer à les saluer dans notre pays où les gens n'avaient pas la culture de la démission, où nous devons décourager les autres qui veulent quitter? Puisque votre démarche, apparemment, parce que je vois peut-être le Premier ministre est en voie aussi de partir, de venir dans l'opposition. Laisse-le venir, mon cher ami. Non, je suis d'accord. Votre question là, vos questions risquent de décourager les gens. Non, je n'ai pas de débat. Laissez les gens venir dans l'opposition. J'ai le droit de poser Et des moi, questions. j'ai dit aux gens qui continuent à traiter les gens des kabylistes quand ils viennent dans l'opposition, ils sont en train plutôt de faire le travail de la majorité présidentielle. Puisqu'il faut déprimer totalement la majorité. C'est de bonnes guerres. Moi, les gens de la majorité qui quittent, qui viennent chez moi, je les accueille. Puisqu'ils ne me feront pas des cadeaux, ceux qui quittent chez moi vont chez eux, ils les accueillent. En conclusion, on peut marcher sur les lois intérieures des partis à partir du moment où on a pris du courage. Je n'entre pas dans les discussions internes du parti, puisque là, vous ne m'avez pas présenté un document écrit sur base duquel je devais porter mon jugement. Chaque parti a son organisation. Par exemple, chez nous, la démarche est simple. Il faut que le secrétariat politique national se réunisse pour certaines questions et pour d'autres questions, c'est-à-dire la direction politique nationale qui doit prendre la décision. Et pour investir un candidat président de la République, il faut que les congrès se réunissent. C'est aussi clair que ça. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas, mais moi, je salue le courage de 7 partis politiques de la majorité qui ont dit non, trop c'est trop. Monsieur le Président, nous avons assez de conduire le peuple vers la misère. Comment nous pouvons être à la fois le pays potentiellement le plus riche de l'Afrique et le plus pauvre de l'humanité au même moment? C'est ça le paradoxe que nous voulons résoudre par la vision, la nouvelle vision que nous allons proposer. Merci beaucoup, Monsieur Caméré. Ici se termine cette émission. Merci à Mika Loussala ainsi qu'à Didi Binsika pour la partie vidéo. Merci à la production, Patricia Zinga ainsi qu'à Mina Mouché.